Québec, Sébastien. Oui, on veut améliorer les conditions de travail. M. Legault dit qu'il faut améliorer les salaires aussi. Il offre une augmentation qui varie entre 12 et 18 pour les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Dans cette négociation qui se déroule en parallèle du combat contre la pandémie. Donc, lui, son raisonnement, c'est de dire, si on paye mieux les gens, ils vont venir travailler. Ils vont répondre à ces postes qui sont ouverts et ça va donc alléger le fardeau de ceux qui travaillent actuellement dans le réseau. Les libéraux disent qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aussi avoir plus de monde, donc engager encore plus de monde que les postes qui sont vacants actuellement. On a, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, donné les nouveaux chiffres parce qu'on le donne plus tôt, depuis 2 jours, Sébastien, 89 nouveaux décès au Québec. Alors, M. Legault va en parler, bien sûr, d'entrée de jeu. On va laisser cette conférence de presse avoir lieu. On se retrouve, mesdames et messieurs, tout de suite après. Est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Sur Mesure et qui a fait une cravate aussi aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir. Là, ça va bien aller. Donc, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons le masque. Pour faire un peu différent, on a commencé depuis ce matin à publier les chiffres sur le bilan. Donc, je ne vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez déjà. Je vais passer plutôt à certains commentaires sur la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infectées diminue, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu la séquence dans les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a 1 an et demi, on a augmenté les budgets, mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, durant la négociation de la convention collective, qui a commencé, dans le fond, même si ce n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces 10 000 postes. Et puis, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés. Parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter les préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qui avaient la COVID-19 ou dans certains cas, dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19, commence un petit peu à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont absents actuellement, mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. On essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels, ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, bien, on a utilisé 2 moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de venir travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les 1000 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés.
Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, on va, dans les prochains jours, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, ça va se donner dans plusieurs dizaines de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer 3 mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après 3 mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine, 49 000 par année. Donc, je pense que c'est une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question de salaire, de chiffres, d'argent. C'est quand même un travail valorisant. Venir s'occuper des personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et je le disais déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas, si 10 000 employés de plus, ce n'est pas suffisant, d'augmenter encore davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir là, qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les conventions collectives. Là, il faut quand même être capable de livrer la marchandise, mais je veux être très clair là, que je n'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire, mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps pour parler avec les résidents, peut-être aussi changer le nom, hein, préposé aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires là, qui s'occupent des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là de contact avec les résidents que la partie qui est plus médicale. Donc, tout le monde, là, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner les adresses, là, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, mais quand même, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport de l'armée. Bon, pas beaucoup de surprises. Évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais je retiens surtout 2 choses du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été impliqués. 2 choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait qu'on a beaucoup de monde qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ce ne soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et dans les zones froides
à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise. Puis je pense qu'on a réussi, justement, avec les gens de Je contribue, puis les soldats qui sont arrivés, à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, on le connaît, et puis vous le connaissez. Donc, c'est important d'ajouter du personnel. Puis quand il y a une zone chaude, bien, que ce soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Donc, comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement quand on passe d'un résident à l'autre. Même les militaires ont dû s'adapter, puis malheureusement, certains ont été infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiés pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus. Bien, c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là, qui reviennent. On n'a pas eu des remarques comme dans le rapport d'hier en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. On l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, bien, il y a la moitié des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable à ce moment-là de faire des comparaisons. Donc ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au Dr Arruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes dans l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux gens qui connaissent ça. Je termine avec mes remerciements du jour. Bien, mes remerciements du jour, c'est les personnes de Je contribue puis les militaires. Je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, c'est pas facile. Ils ont d'autres missions. Mais je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, là, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça, les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient disponibles pour les remplacer. Bon, dernière chose aussi que je vous dis, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense entre autres
à tous les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir à 5, à 10 entre amis. Je sais aussi que dans le monde artistique, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal. Il ne faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs, bien sûr avec des consignes, ça ne reviendra pas complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblements intérieurs. Good afternoon. Bonjour. Notre défi le plus important, c'est la dotation en effectifs dans notre réseau de la santé, surtout dans les résidences pour aînés. Il nous faut encore du personnel supplémentaire et dans les jours à venir, nous allons lancer une campagne afin de recruter 10 000 individus afin qu'ils puissent recevoir une formation à préposer aux bénéficiaires. Je demande à chaque Québécois et Québécoise qui pourrait être intéressé de l'envisager. Vous ferez 21 $ de l'heure, vous allez avoir une formation de 3 mois et une fois formé, vous allez recevoir un emploi à temps plein à 26 $ de l'heure. Ça, c'est 49 000 $ par année. Bien sûr, avec le fonds de retraite et tous les avantages sociaux qui sont associés avec un emploi gouvernemental. Et il est question d'un travail nourrissant qui change la vie des gens. Donc, je vous invite à l'envisager sérieusement. Nous avons besoin de vous. J'aimerais également vous rappeler que le retour à une vie un peu plus normale sera rendu possible si nous suivons les consignes sanitaires de la santé publique. Il faut se rappeler de la distance, il faut porter un masque et je compte sur vous tous et toutes et merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair-Sirino, Le Devoir. Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral, à qui j'imagine il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral? Bien, je pense que c'est dans l'habitude de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins 3-4 fois ce matin à Justin Trudeau. On aurait pu apprendre des choses. Ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec l'équipement individuel. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là, mais c'est une façon de faire là, de l'armée canadienne. Le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement, puisque vous leur demandez de rester jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois? Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis 5 ans, 10 ans, il nous manque 10 000 employés dans les CHSLD, ça, c'est gênant.
Évidemment, c'est pas facile de trouver 10 000 personnes disciplinées qui acceptent sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait 1 000 que ce soit des militaires. Donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société québécoise qu'on en soit rendu là, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète. Nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires. Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même, le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés ne sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important. Bien, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Là. Puis malheureusement, bien, il y a eu des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés. Monsieur le Premier ministre, oui. en complément, il faut se dire là, que même pour les employés qui étaient déjà là, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé et ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met, qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel. Et on a tout un programme qu'on a mis en branle, parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme, là, depuis quelques semaines, là, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses. Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée qu'on offre aux employés 10 jours de congé maladie payés pour que les gens se sentent pas obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin a été questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, là, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? Si tant est que vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral. Bien, j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord, concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative du côté des entreprises. Bon, évidemment, il y a une question là, où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes ne se sente pas obligé d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais on va sûrement en débattre. C'est ce que M. Trudeau me dit demain soir, jeudi soir, donc à notre rencontre. Pour ce qui est du financement des soins de longue durée, je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd
sur les budgets des provinces parce que les budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation, à peu près dans toutes les provinces depuis les 10 dernières années. Donc, c'est malheureux, là, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 % la croissance, alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services là, d'au moins 5 %. Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement fédéral puis M. Trudeau veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qui augmentent les transferts fédéraux en santé aux provinces. D'Olivier Bossé, Le Soleil. Vous dites le plan de formation de 3 mois, vous cherchez 10 000 personnes. C'est fantastique, mais ça a tout pris pour en trouver 10 000. Ça ne pourra pas être ces 10 000-là parce que ces 10 000-là vont déjà être au travail. Où est-ce que vous allez pêcher ces personnes-là? Ça pourrait en partie être... en tout cas, il y a une partie qui pourrait être dans les 10 000. Nous, on est inquiets un peu là, que ces gens-là quittent trop vite parce qu'il y en a qui avaient un autre emploi. Bon, il y en a qui ont perdu leur autre emploi. Mais ça va faire partie des personnes à qui on va offrir de dire, on va vous payer pendant votre formation pendant 3 mois. Il y a une partie, là, on est en train, avec Jean-François Robert, de regarder quel pourcentage va être fait dans les centres de formation professionnelle, puis quelle partie va être faite dans les CHSLD. Donc, ça pourrait en partie être ces personnes-là. Mais effectivement, c'est un énorme défi, là. J'ai demandé à mes gens de mettre en place une grosse campagne de promotion. Je pense que de dire aussi, on vous donne 760 $ par semaine pendant les 3 mois de la formation, puis ensuite 940 $ par semaine pour commencer. Ça, c'est le bas de l'échelle, donc 49 000 par année. Je pense que c'est une bonne proposition. Maintenant, notre défi aussi, c'est d'améliorer l'image des CHSLD. De dire, avec les 10 000 personnes de plus, bien, le travail va être plus agréable. Puis on reconnaît là, qu'il y a des CHSLD qui sont vétustes, qui doivent être embellis, remplacés par des maisons des aînés dans certains cas, rénovés de façon importante dans d'autres cas. Donc, c'est ça le défi qu'on a, là, effectivement, de recruter dans un contexte qui n'est pas facile. Vous venez de recevoir le rapport de l'armée. La protectrice du citoyen a dit qu'elle ferait enquête. Pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que c'est suffisant? Bien, c'est la question qu'on se pose. Effectivement, là, on avait j'avais déjà dit que j'étais ouvert à une commission d'enquête ou en tout cas une forme d'enquête sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Est-ce que c'est suffisant ce qui va être fait? Bon, il reste aussi que les problèmes, on les connaît. Là. C'est d'abord les 10 000 employés qui nous manquent. Mais on n'exclut rien encore à cette étape-ci. Là. Je veux quand même bien regarder le mandat. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Monsieur le Premier ministre, vous venez de répondre à mon collègue que vous voulez attirer 10 000 personnes. C'est un objectif, pour employer vos termes, très ambitieux. Les militaires, vous les demandez jusqu'au 15 septembre. Comment vous allez faire face à cette deuxième vague si vous n'avez pas vos 10 000 personnes et que les militaires sont partis? Bien, c'est ça le défi qu'on a. C'est qu'on espère que la deuxième vague, s'il y en a une, n'arrivera pas avant le 15 septembre. Évidemment, entre-temps, j'espère que les gens de Je contribue puis les militaires vont rester là. Et on espère aussi que les 9 700 employés qui sont absents, bien, qu'ils reviennent le plus rapidement possible au travail. Donc, c'est là-dessus comptable, là, effectivement, pour la deuxième vague, éventuellement. Oui. Si vous permettez, c'est pour ça aussi qu'on veut donner des vacances aux gens qui travaillent actuellement, puis on s'enligne pour donner des vacances cet été là, au personnel. Donc, on vise 2 semaines de vacances là, pour tout le monde. Là. Alors, ça va être important pour que les gens soient plus reposés pour revenir à l'automne là, pour nous aider. Concernant la climatisation, il y a quelqu'un qui a lancé un signal d'alerte au bureau de votre ministre responsable des aînés. Cette personne-là nous a confirmé encore aujourd'hui qu'il y avait un conseiller politique qui lui avait dit « Même si on installe la climatisation, les gens vont toujours chialer. » Bon, ce n'est pas une réponse qui est acceptable, mais ce que je vous dirais quand même, là, il y a une couple d'affaires. D'abord, la majorité
des CHSLD puis des résidences n'ont aucun cas de COVID. Puis dans toutes ces résidences-là, il y a une aire commune là, qui est climatisée ou avec un lieu de fraîcheur. C'est ce qui était prévu avant la COVID, qu'on puisse au moins, les journées de canicule, amener durant le jour les patients dans cette zone-là. Maintenant, les indications ou les fournisseurs qui se proposaient pour aller faire des installations en plein milieu de la crise il y a un mois, bien, il y avait 2 bonnes raisons de ne pas l'accepter. Première raison, c'est qu'on veut pas faire rentrer, on voulait pas faire rentrer le virus, donc c'était pas le temps de rentrer du monde pour venir faire des installations. Puis deuxièmement, les directives de la santé publique puis de l'INSPQ étaient pas claires à savoir si ça amenait pas un danger additionnel plus grand que de mettre des ventilateurs, des climatisateurs, en tout cas, climatisés ou ventilés. Donc, là, on a eu lundi l'accord pour dire qu'il y a plus d'avantages que de désavantages. Donc, dans les résidences où il y a des cas de COVID, donc où on peut pas, où c'est plus difficile d'utiliser les zones communes qui sont climatisées, bien, on va installer rapidement. Mais on va le faire en étant prudent. Ça complète maintenant au tour de Tommy Chouinard, La Presse. Monsieur le Premier ministre, je vais revenir sur le rapport de l'armée. Comment se fait-il qu'on se retrouve encore dans certains CHSLD à avoir une quantité insuffisante de matériel de protection? Bien, c'est une bonne question. C'est vrai qu'au début... Bon, d'abord, ce qui est important, là, au total, au Québec, moi, je l'ai suivi à chaque jour depuis le début de la crise. On n'a jamais manqué d'équipement, que ce soit des blouses, des gants, des masques chirurgicaux, N81. On n'a jamais manqué. Par contre, au début, il y avait un problème de distribution, en particulier dans les établissements privés. Donc, ils ne levaient pas la main pour dire qu'il manque d'équipement. Donc, il y a eu un problème de distribution. J'ose espérer que ça a été réglé, ça. Je ne sais pas si tu as ajouté, Daniel. Bien, c'est sûr que dans le rapport, il y a quelques endroits où il y a probablement encore un problème de logistique et on le règle là, actuellement. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans le rapport, c'est davantage comment on porte l'équipement de protection qui a été soulevé comme problème. Et évidemment, ça aussi, il faut le régler. Puis c'est pour ça qu'on a des équipes là, qui forment et qui suivent ces établissements-là. Mais question de disponibilité des équipements de protection, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, on a envoyé dernièrement des règles très, très claires, visières, masques, blouses, dans tous les CHSLD, sauf ceux qui sont en zone froide à l'extérieur de la CMM. Alors, tout le monde dans les CHSLD doivent porter ces équipements-là. Donc, les situations, s'il y en a encore, là, on y voit maintenant. Les militaires ne sont pas nécessairement des administrateurs d'établissements, on s'entend. Sauf qu'ils ont bien constaté qu'à plusieurs endroits, il y avait manifestement des problèmes de gestion. Où on disait, le gestionnaire, c'est parce qu'il gère 2, 3 établissements en même temps. Les directives, ils ne descendent pas. Ils voyaient très clairement des conflits sur la gestion des horaires. Puis là, il y avait même des guerres internes. Là, c'est ce qu'on lit dans le rapport. Quel enseignement tirez-vous de ces conclusions-là et qu'est-ce que ça pourrait vous amener à faire? Bien, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à quelques reprises. C'est que les coupures de l'ancien gouvernement dans la gestion, c'est vrai qu'il y avait peut-être trop de bureaucratie, puis qu'une partie, c'était normal de l'enlever. Mais on est peut-être allé trop fort. Moi, je pense que dans chaque établissement, il devrait y avoir un patron, une patronne. On ne peut pas avoir un patron, une patronne qui s'occupe de 3 établissements. Donc ça va faire partie des changements qu'on va faire dans les prochains mois. Bien, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Je vais vous poser une question sur un autre sujet, M. Legault, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous parler sur d'autres sujets aujourd'hui. Comment on va faire pour savoir ce que les actionnaires vont faire avec le 200 millions de dollars US que vous accordez au cirque et en quoi le fait d'offrir cette aide-là aux actionnaires sert les éventuels acquéreurs québécois? OK. Bon. Effectivement, là, c'est pas un dossier qui est simple, c'est complexe. Puis je pense que la proposition qu'on a faite est brillante. C'est pas moi, là, surtout Pierre Fitzgibbon. Mais ce qu'on fait,
c'est qu'on dit aux actionnaires, d'abord, c'est important, éventuellement, de ramener le contrôle au Québec. Ça, c'est important. Deuxièmement, là, il va y avoir des gens qui vont faire des offres aux créanciers parce qu'il y a beaucoup de dettes. La dette doit être réduite. Puis, ça sera aux créanciers de décider quelle offre qu'ils prennent. Est-ce qu'ils prennent la nôtre ou prennent l'offre de d'autres personnes qui vont sûrement faire une proposition? Bon, nous, on voulait s'assurer de deux choses. D'abord, qu'on ramène le contrôle, qu'on garde le siège social au Québec, qu'on s'assure aussi de privilégier la remise en place des 1500 emplois qui étaient là avant la crise. Et on voulait s'assurer aussi que notre montant soit protégé. Donc, c'est important là, de savoir que c'est un prêt avec intérêt qui est fait, puis là, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais d'une façon avec les actionnaires où notre argent est protégé. Okay? C'est un prêt, ce n'est pas une subvention de 200 millions. Maintenant, si c'est nous qui gagnons l'offre, bien, on va pouvoir discuter, M. Pellado, M. Laliberté, tous les Québécois qui pourront être intéressés à l'acheter, bien, Investissement Québec aura comme une proposition qui fait qu'on a une option pour prendre le contrôle du cirque basée sur les bénéfices des prochaines années. Donc, ça veut dire, techniquement, si les bénéfices sont élevés, on va payer plus cher. Si les bénéfices ne sont pas élevés, on va payer moins cher. Donc, je pense que c'est une belle entente qui va pouvoir être cédée à un groupe québécois éventuellement. Mais là, on donne la chance aux actionnaires, pendant quelques années, de nous démontrer qu'ils sont capables de ramener la rentabilité au cirque, puis le montant qu'ils recevraient dans le cadre de l'option d'achat bien, serait proportionnel à leur succès. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. On leur donne quelques années pour réussir. S'ils réussissent, ils vont avoir un bon prix. S'ils ne réussissent pas, ils n'auront pas un bon prix, mais nous autres, on va avoir un bon deal. Et on va ramener le contrôle québécois. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça, là. La question s'adresse à M. Arruda. Est-ce que lorsque vous donnez une autorisation de déconfinement d'un secteur en particulier, est-ce que l'annonce en est faite automatiquement? C'est-à-dire, est-ce que vous laissez le champ libre au gouvernement pour décider du moment des annonces de déconfinement? Actuellement, les annonces de déconfinement sont discutées le matin, même ou validées le soir là, pour une annonce le lendemain matin, là, s'il n'y a pas de grand délai dans ma compréhension. Là, si je me souviens bien, là. Des fois, les déconfinements vont se faire aussi par ordre de communiqué, pas nécessairement annoncé ici. Là, c'est des situations particulières. Des fois, elles vont se faire aussi avec le directeur de santé publique. Mais si vous me permettez, est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais donnez-moi un exemple avec le camping, par exemple. Ça a été décidé quand? Puis il y a une annonce aujourd'hui. Les décisions, je veux dire, très honnêtement, les décisions finales, parce qu'il faut attacher les dernières ficelles pour être bien au clair, avoir les instruments pour guider les secteurs qui s'ouvrent. Parce que quand on fait un déconfinement, il faut avoir des guides qui sont préparés en lien avec le SNESP, etc. Mais ça se décide comme hier soir, puis ça peut être annoncé dans le courant de l'après-midi. Des fois, c'est pas au point de presse ici, ça peut être par le ministre sectoriel que c'est annoncé. Puis peut-être pour être encore plus clair, je sais que c'est mes affaires claires, disons que lundi, on s'entend pour que dans une semaine, on réouvre les campings. Bien, si on l'annonce lundi, c'est dans 7 jours. Si on l'annonce aujourd'hui, c'est dans 5 jours. Mais c'est comme ça que ça se passe. Puis habituellement, les ministres, ils ont plutôt hâte d'annoncer ça. Là. Vous allez voir cet après-midi. Donc, ça traîne rarement une fois qu'on a l'autorisation. Permettez-moi, par contre, j'aurais un message à passer à la population, si vous me permettez. Écoutez, on a fait un grand sacrifice. Tout le monde s'est enfermé. On a fait une grosse pause économique pour obtenir des gains importants que je pense qu'on a obtenus. Malheureusement, il y a cette situation malheureuse dans les CHSLD qui est survenue. Mais on a évité, je vous dirais, beaucoup d'impact sur notre milieu de soins. On avait libéré des lits, etc. Tout actuellement fait qu'on a le goût de revenir exactement à une vie normale. Tout. Même nous. On a tendance à se laver un peu moins souvent les mains. Il fait beau. On est à l'extérieur. On a le goût d'avoir des rassemblements.
On a déconfiné. Dans la région, à l'extérieur de Montréal, ça va bien. Dans la région métropolitaine, ça va bien aussi. Les chiffres descendent. Par contre, tout est très fragile. Quand je dis très fragile, c'est très fragile. Juste 10 de personnes de moins qui appliquent les mesures, ça peut faire basculer nos courbes là, de la période qui descend tranquillement à une augmentation rapide. Donc, j'invite tous les Québécois à prendre compte de ça et à tous les secteurs, tous les âges, de respecter les consignes. Je vous le dis, je serais l'être le plus malheureux d'avoir à recommander au premier ministre qu'on doit refermer les choses parce qu'on n'a pas été disciplinés tout le monde ensemble. Et ça veut dire que si vous êtes à l'extérieur, vous allez dans des commerces, portez un masque, gardez la distance de 2 mètres, lavez-vous les mains. Je sais que c'est facile, je répète, je radote, j'ai l'air d'un oiseau de malheur, mais c'est majeur comme comportement. Il faut maintenir la distanciation. Regardez, aujourd'hui, il fait chaud. On a autorisé l'ouverture de certaines piscines et de jets d'eau parce que les gens, on ne veut pas qu'ils meurent de chaleur dans leurs éléments. On veut qu'ils continuent à respecter les consignes, je vous dirais, de chaleur accablante, c'est-à-dire d'aller se rafraîchir, etc. Mais ça ne peut plus être comme avant. On ne peut pas se retrouver 4 familles ensemble dans le jet d'eau, tout le monde collé ensemble. Il faut essayer d'avoir les unités les unes des autres. Il faut que les municipalités désinfectent plus les boutons poussoirs pour les jets d'eau, etc. Je veux juste vous le répéter, parce que c'est majeur. C'est particulièrement important dans la région métropolitaine où, véritablement, là, je ne voudrais pas que le drame qu'on a vécu dans les CHSLD se retrouve maintenant, éventuellement, parce qu'on a trop de monde à l'hôpital puis trop de monde aux soins intensifs. Je sais que chez Rabat-Joie, je le sais, mais c'est absolument essentiel. Et notre capacité à maintenir la séquence des secteurs va dépendre de la réaction. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va le voir dans 15 jours. Et ça, je pense qu'il faut être prudent aussi. C'est pour ça qu'on y va par phase. C'est pour ça que tout le monde voudrait que tout le monde soit déconfiné actuellement. Mais il faut y aller. Tu sais, même, je vais vous dire, on est assez rapide par rapport à ce que certains pourraient vouloir. Moi, je suis confortable avec ça, mais tant et aussi longtemps qu'on respecte les mesures qu'on vous a dit, le lavage des mains, la distanciation sociale, portez donc un masque, tout le monde. Et si vous voyez des gens qui s'approchent trop de vous, dites-leur. Dites-leur que le docteur Arruda leur a dit, tassez-vous, parce que c'est majeur, à mon avis. Plus on va donner de probabilité au virus de se repliquer, n'oubliez pas, un cas en génère 2, en génère 2, en génère 3. Et là, on va se retrouver avec un R0 en haut de 1, puis ça va être l'escalade des hospitalisations. Je suis vraiment désolé de mettre revenir avec ça, là, mais pour moi, c'est absolument essentiel. Sinon, on va tous y perdre. On est actuellement à 1378 personnes encore au Québec hospitalisées. On a moins 24 aujourd'hui, puis dans la dernière semaine, ça a diminué de plus d'une centaine, autour de 150, 160. On est sur la bonne voie, là. C'est pour ça qu'on a besoin de la collaboration de tout le monde. Pensons à ces gens là, qui sont hospitalisés, évidemment. Puis là, je veux dire un mot, parce que ça fait quelques jours que je souhaite le dire rapidement, là. Un merci à des gens qu'on n'a pas remerciés encore, là, des nutritionnistes et des diététistes. Parce qu'elles jouent un rôle très important. Il y en a 3200 au Québec, puis elles s'occupent, comme vous savez, là, des services alimentaires, mais pour des gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs aussi, dans les CHSLD, dans différents milieux. Moi, je les salue. Comme on a salué beaucoup là, des professionnels ou des employés, les préposés aux bénéficiaires, etc., dans le réseau, c'est important qu'on salue nos gens qui sont toujours à pied d'œuvre là, dans notre réseau pour soigner les gens qui sont hospitalisés. On espère que les hospitalisations vont continuer de diminuer, grâce à vous d'ailleurs, grâce à la population. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Justement, Dr Arruda, puisque vous en parliez, ma question portait là-dessus. Le déconfinement avance à grand train. Et est-ce qu'il est possible d'avoir actuellement des mesures de l'indice de transmission communautaire, le fameux R0 dont vous parlez, mais hors des CHSLD, pour Montréal, pour Québec, pour les régions? Quel est-il actuellement, là, cet indice? L'information qu'on a, puis il va y avoir d'autres présentations qui vont être faites sous peu, là. Vous allez le convoquer. Le R0 est encore en bas de 1 dans la région métropolitaine, mais très près de 1. OK?
Donc, puis je dirais que des discussions que j'ai eues avec Dr. Drouin, notamment en lien avec certains quartiers chauds dans le nord de Montréal, démontraient qu'une tendance à la baisse de la transmission communautaire. Donc, on est dans bonne perspective. On teste plus, donc on va trouver plus de cas. On teste plus les contacts de cas symptomatiques, donc on va peut-être être capable de mieux contenir des éclosions. On a des milieux de travail où il y a eu quelques cas, puis on est en train de les contenir. Donc, on est sur la bonne voie. Mais comme il est proche de 1, quand on regarde une baisse de 10 de respect de la distanciation, de rapprochement, ce qui pourrait arriver dans les commerces. C'est pour ça là, que je vous dis, là, vous allez dans un commerce, vous allez tenter d'aller toucher aux choses, d'aller vous rapprocher. Si le commerce n'a pas mis nécessairement toutes les consignes pour vous empêcher ou les surveillants, là, je peux vous le dire, c'est excessivement tentant de revenir à un mode de fonctionnement comme avant. Je l'ai expérimenté moi-même. Là. On oublie que, surtout quand là, on sort, on oublie qu'on est dans confiné, puis tous les réflexes reviennent. Puis c'est pas parce que les gens sont méchants et mauvais. C'est normal. C'est anti-normal de rester à 2 mètres de distance. Puis je vais vous dire, l'homme est un être social, il a besoin de ça. Donc le R0 est proche de 1, il n'est pas à 1, il est juste un petit peu en bas. Mais je peux vous le dire, ça peut faire ça très rapidement. Et dans nos modèles, on aura des éléments de prise en compte des distanciations, etc. Et Québec région aussi, là, pour tout ce qui est des autres... En région, là, ça va bien. En région, je vous dirais que le R est bas. Je n'ai pas le chiffre exactement, mais il est plus bas qu'à Montréal, il est plus bas. Les choses vont relativement bien. Puis je vais vous dire, aller bien, ça veut dire pas qu'il n'y a pas de cas, pas de transmission. Il y a des CHSLD à Québec qui ont eu des infections, mais la situation est sous contrôle. Puis la transmission communautaire, elle est adéquate. Ça peut arriver à un moment donné dans une entreprise qui a une petite éclosion, mais on la contient. Ça, on est dans un mode adéquat. Mais imaginez-vous des rassemblements de plusieurs familles ou de milieux dont on a de la difficulté à retracer même le monde ou les contacts. Ça va être une chose. Les campings vont ouvrir? Peut-être, je sais pas. Il y a un jour. Mais les rassemblements qui pourraient venir, il faudrait vraiment qu'on s'organise pour que les gens respectent cet élément-là. Vous savez, là, une des raisons pour lesquelles on diminue, c'est la volumétrie, mais aussi la probabilité que des contacts étroits entre les gens se fassent. Puis il y a des contextes où c'est plus fun de le faire. Je comprends. Moi aussi, j'aime ça. Mais il faut pas. Faut pas. Pour ce qui est de ma deuxième question, ça s'adresse à vous, M. Legault. Juste pour être clair concernant la climatisation, parce que ça semble être un enjeu important. Vous avez dit donc qu'il y avait encore des doutes, mais est-ce qu'il y avait clairement des indications que la santé publique décommandait l'installation de climatiseurs ou ce que vous... Non, on n'avait pas ces indications-là, dans le sens que vous dites, là, mais on est dans une situation nouvelle et il faut tenir compte, évidemment, de la propagation du virus. Donc, c'était fondamental d'attendre les recommandations de la santé publique là-dessus. Puis, comme on le disait, vous vous souvenez dans quelle situation on était en avril. Là, on avait beaucoup d'enjeux sur lesquels on a pris un peu plus de contrôle. Là. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on procède très rapidement. D'ailleurs, les établissements qui ont de la climatisation, actuellement, tout est parti, là, hein, avec l'avis de la santé publique. Là, les climatiseurs dans les chambres, où est-ce qu'on en avait déjà, et qui existent dans les corridors, les zones, tout ça est parti. Mais on veut aller plus loin. On va aller plus loin et avec la ministre responsable des aînés, on va travailler à ce que très rapidement, parce que tout se fait rapidement maintenant, dès le 1er juin, là, on a le plan des établissements qui se met en branle. Puis on a plusieurs avenues. On a vraiment des avenues, à l'intérieur des établissements, il y a différents systèmes, là, que je ne vais pas faire la liste, là, ils sont connus dans le domaine. Il y a des systèmes qu'on peut mettre de l'extérieur avec une génératrice. Puis on examine d'autres avenues aussi. Alors moi, je peux vous dire, là, qu'on est confiant que cette année, au Québec, là, dans les CHSLD, la climatisation, là, elle va être optimale. Complète avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Dr. Arruda, je veux vous mettre au fait d'une situation il y a quelques personnes qui m'en ont parlé de ça et, entre autres, j'ai un courriel d'une personne qui est assez touchée par une situation. Il dit « Mon père est en fin de vie après un long combat contre le cancer de l'œsophage. Les médecins disent qu'il ne passera pas l'été.
Chaque matin au réveil, nous espérons que son état se maintienne afin que nous puissions le garder à la maison parce qu'on veut lui tenir la main jusqu'à son dernier respire. En fait, ce qu'elle dit, cette personne-là, c'est que ils veulent le garder à la maison le plus longtemps possible parce que si cette personne-là va en maison de fin de vie, bien, elle ne pourra plus voir ses proches. Elle va mourir à toutes fins utiles sans avoir le contact privilégié qu'elle voudrait avoir avec ses proches. On dit, les règles sont claires dans les maisons de fin de vie, pas plus d'une personne à la fois pour un maximum de 3 personnes par malade. À tous les jours, le cœur me sert à entendre les centres d'achat et les salons de coiffure qui ouvrent, les camps de jour qui reprennent, le déconfinement qui va bon train. Qu'en est-il des maisons de fin de vie? En fait, ce qu'ils demandent, c'est ce qui est possible de desserrer un peu les règles pour que ces gens-là puissent avoir le contact avec leurs proches. Comme vous savez, puis effectivement, c'est des situations, écoutez, on doit vraiment faire preuve d'une grande, grande empathie, là, je vais dire tout de suite, là, parce que c'est vraiment pas facile. Mais on a déjà allégé, je vais dire comme ça, là, les règles, parce qu'au départ, c'était pas ça, vous vous souvenez, là, je pense qu'on ouvrait la porte à une personne seulement. Et même à la toute fin, quand la personne n'était pas consciente, là, c'était pas indiqué. Là. Alors, on a tout changé ça. Mais moi, je vais vous dire, là, plus longtemps la personne peut demeurer à domicile, mieux c'est. Et d'ailleurs, on veut offrir le plus de services possible, justement pour que les personnes restent à domicile jusqu'à la fin de leur vie. Et évidemment, si on peut avoir l'information sur cette situation-là, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que les soins à domicile jusqu'à la fin de vie, c'est ce qu'on vise au Québec. C'est la meilleure place avec ses proches pour décéder. Alors, moi, je dirais que la première option, c'est ça. Si la famille, d'ailleurs, elle semble prête là, à continuer à domicile, mais la maison de soins de fin de vie, on pourrait voir cette situation-là en particulier et peut-être voir avec la santé publique parce que, vous savez, on a évolué beaucoup, hein? Comme je vous disais au départ, là, les visites, c'est très, très, très limité. Et là, on a ouvert un peu plus graduellement. Bon, est-ce qu'on a besoin de faire un autre tour de roue? Moi, je suis ouverte à ça avec la santé publique, certainement. Mais aussi l'option des soins à domicile avec les soins appropriés pour que la personne reste avec ses proches. Ça, c'est aussi l'autre option. Question en français. Oui, allez-y. Regardez ça, Mme la ministre, parce que mes 2 parents sont décédés. Mais je peux vous dire que je reçois des courriels aussi de cette nature-là, puis ça me fend le cœur à chaque fois, parce que je ne suis pas sûr que je tolérerais moi-même la situation. Je m'imagine peut-être pas compliant. Donc, on va essayer de voir, là, compte tenu du contexte du déconfinement, à permettre aux gens aussi de ne pas attendre non plus seulement à la fin, quand les gens ne sont plus conscients. Là. Puis c'est sûr que si on peut offrir plus de services à domicile, puis dans un contexte où la famille peut le faire, parce que c'est pas toujours le cas non plus, puis des fois la famille préfère que ce soit en soutien palliatif, on va regarder ça pour améliorer la situation. Non, je m'excuse, M. Lacroix, en sous-question. Ma question s'adresse à Mme McCann parce qu'on parle beaucoup de la deuxième vague qui s'en vient, possiblement à l'automne. Ça semble pas faire de doute qu'il pourrait y avoir une recrudescence de cas, en tout cas, là, à la fin de l'été. Vous en êtes où dans les plans pour vous préparer à cette deuxième vague? Parce qu'on comprend que la première vague est arrivée un peu sans crier gare, mais là... on sait là, que ça va probablement arriver. Alors, quels sont les effectifs que vous avez en place? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y a une équipe qui est dédiée à la préparation de cette deuxième vague? Oui, on a certainement un plan, puis on a déjà débuté. Là, écoutez, tout ce qu'on fait actuellement nous prépare à la deuxième vague. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup appris en 2 mois. Là. On sait quoi faire, mais là, il faut le faire. Et on a débuté, dès le début de la pandémie, à faire des gestes pour préparer notre réseau, hein, pour l'améliorer. La première chose, c'est d'avoir le personnel. C'est la grande priorité. Comme le premier ministre le disait, il faut embaucher nos 10 000 personnes. Il faut aussi qu'on donne des vacances. Et comme je le dis, 2 semaines de vacances à tout notre personnel pour qu'il soit plus reposé. Et également, toutes les formations pour les équipements de protection, le port des équipements de protection,
pour la prévention des infections, les zones froides, les zones chaudes, avec le personnel requis. On va être en bien meilleure position cet automne. Je vous dirais que plus les jours avancent, mieux on est en meilleure position à chaque jour, là. Alors, c'est comme ça qu'on se prépare. Puis évidemment, là, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'on fait dans le réseau qui nous prépare pour la deuxième vague, notamment au niveau de notre première ligne des cliniques médicales. Je vous en parlerai à un moment donné. Je pense qu'on est en train de mettre sur pied une façon de faire au niveau de l'accès en première ligne qui va faire en sorte que les gens, d'ailleurs, on le voit déjà, vont moins à l'urgence ambulatoire. Ils appellent leur médecin. Ça aide beaucoup. Notre secteur hospitalier, on a prévu le nombre de lits nécessaires pour une deuxième vague normale, on va le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas prévoir la hauteur. On a prévu le nombre de lits dans le secteur hospitalier. On est en train de reprendre les chirurgies électives, là, et là aussi, notre plan se déroule. Mais évidemment, on le dit toujours, et je le dis encore, on compte sur la population qui suit les consignes, que vous connaissez, le 2 mètres, etc. C'est ça qui va faire qu'on aura une deuxième vague moins importante au niveau de l'automne. Et on prépare déjà l'opération de vaccination contre l'influenza également. Merci. So time now for questions in English. Cathy Sonnet, CBC. Bonjour à vous tous. Monsieur Legault, vous avez dit que vous n'avez pas été surpris par le rapport militaire sur les CHSLD, mais en le lisant, vous voyez, bien sûr, nous savions que c'était une tempête parfaite. Comme Premier ministre du Québec, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Le manque d'effectifs ou le manque de formation des travailleuses qui ont probablement aggravé la situation? Réponse. Comme je l'ai dit à de maintes reprises par le passé, depuis bien des années, nous avons un manque d'environ 10 000 effectifs dans nos CHSLD. Depuis longtemps. Quand j'ai pu devenir le premier ministre, j'ai augmenté le budget pour les CHSLD. Hélas, et c'était peut-être une erreur, nous n'avons pas augmenté en même temps les salaires afin d'attirer ces 10 000 employés. Donc, la crise n'a pas commencé avec la COVID. Ce que j'ai lu dans le rapport... Je dis au revoir aux gens de la première chaîne. On poursuit sur RD. Comme vous le savez, nous avons engagé par l'entremise de Je contribue 10 000 personnes et les soldats aussi. Et ces personnes ne sont pas formées pour savoir comment mettre l'équipement de protection, quand changer l'équipement, quand on va d'un patient à un autre. Donc, même les gens de l'armée, certains ont été infectés car ils ont fait des erreurs de manipulation de l'équipement de protection. Par conséquent, nous savons que le manque d'effectifs n'aide en rien dans la situation. Et le rapport le mentionne à plusieurs reprises, à savoir de s'assurer que les mêmes personnes ne passent pas de zone froide à zone chaude. Mais bien sûr, quand vous êtes en manque d'effectifs dans chaque CHSLD, vous ne pouvez pas demander aux gens de rester dans une seule zone. Donc, la situation s'améliore, mais c'est encore très difficile. Alors, bien sûr, c'était comme une tempête parfaite, comme vous l'avez dit, car nous avions 10 000 personnes qui manquaient à l'appel dès le début. Donc, ça partait mal. En plus, certains employés ont été infectés et un autre 10 000 qui sont absents. Donc, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Trudeau ce matin si nous pouvions garder les effectifs militaires jusqu'au 15 septembre. Nous essayons d'avoir 10 000 personnes qui accepteraient d'être payées pour être formées dans les 3 prochains mois et commencer à travailler dès septembre à temps plein. Ces personnes seraient payées 760 $ par semaine pendant la formation et 940 par semaine après.
s'ils réussissent leur formation. Question. En parlant de M. Trudeau, il veut soulever la question des résidences pour aînés. Le fédéral veut aider. De votre côté, vous dites de l'argent. C'est tout, rien de plus. Mais vous n'êtes pas en mesure de juste demander de l'argent. Réponse. Nous avons une position unanime, tous les premiers ministres provinciaux. Nous ne sommes pas contents devant le fait que le gouvernement fédéral finançait la santé à 50 % par le passé. Et maintenant, ils sont rendus à entre 20 et 25 % selon la province. Au Québec, c'est 23 %. Donc, ce que nous disons, c'est que nous savons qu'à chaque année, les dépenses pour maintenir les mêmes services augmentent par plus que le taux de l'inflation. Et maintenant, en plus d'être à 23 % du financement total, M. Trudeau voulait réduire de 5 % l'augmentation à 3 % d'augmentation par année. Par conséquent, nous tous, comme premiers ministres provinciaux, nous disons à M. Trudeau, si vous voulez vraiment nous aider pour les résidences à long terme, augmentez vos transferts de la santé à toutes les provinces. Ensuite, nous serons en mesure d'embaucher, de mieux payer, d'avoir plus d'effectifs dans nos résidences pour aînés. Et les CHSLD et tous les provinces disent la même chose. Question. Monsieur Arruda, vous avez parlé du R0, c'est tout près de 1 à Montréal. Et pourtant, vous dites également que 10 % de personnes qui ne respecteraient pas les consignes pourraient tout faire basculer. Réponse exacte. Question. Vous avez eu des modélisations de projection de l'évolution du virus. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vos modèles tiennent toujours pour le mois de juin à Montréal et dans la province dans son ensemble, étant donné ce que vous venez de dire? Est-ce que vos modèles sont toujours fiables? Réponse. Vous écoutez, les modèles restent des modèles. Ce sont des limites de la qualité des données. Il n'y a pas de données parfaites. Et même les gens qui connaissent les statistiques, les scénarios évoluent et changent. Mais nous sommes encore en mesure de suivre la courbe si nous respectons la distance, malgré le déconfinement. Cela veut dire qu'on ne retourne pas à la vie antérieure. Vous lavez les mains, vous maintenez le 2 mètres au maximum, surtout avec les autres familles. Vous vous servez d'un masque quand vous vous rendez dans les magasins, car là, vous aurez le réflexe normal de ce que vous faisiez avant. Être à côté de quelqu'un pour aller chercher cette paire de pantalons ou cette poire. Donc, sans masque, cela complique la chose. Donc, nous n'aurons pas d'éclosion communautaire si on respecte les consignes. Et le R0 pourra augmenter. Et quand le R0 augmente, cela veut dire que chaque cas, en fait, R0 tout près de 1 ou 1, c'est une personne infecte une seule autre. Mais si on a plus de communication et pas de distanciation, une personne peut infecter 2 personnes. Les 2 autres, ces 2 autres, ça fait 4, ça fait 8. Et là, il y a la courbe exponentielle. Quoi? Une explosion de cas. Donc, même si ce sont des jeunes personnes, où il y a encore des aînés qui n'ont pas encore été malades, ils peuvent tomber malades. Et on l'a vu dans les CHSLD. Et ça a fait déborder trop facilement le système de santé. I'm not talking about CHSLDs, I'm talking about in the community. We didn't have that pressure that we have to... Alors voilà, mesdames et messieurs, pendant qu'on